retrouve Thierry Mariani. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous faire réagir forcément à cette situation en Ukraine et donc ce nouveau cessez-le-feu. Écoutez, j'entendais quelques minutes avant de venir dans ce studio M. Poulain. Je suis un peu sur la même ligne que lui. Mais d'abord, si vous me permettez, je crois que vos auditeurs ont apprécié notre président Macron, le Mozart de la finance. Ça a été 1 milliard de dettes supplémentaires depuis 2017 et j'ai envie de dire, vous allez bientôt l'apprécier ou l'aimer en tant que le Clausewitz du XXIe siècle. Parce qu'on a un président qui essaye de surfer sur toutes les crises internationales pour remonter désespérément sa popularité. Je me permets de rappeler quand même une phrase qui à l'époque m'avait choqué. En février 2024, notre président Macron expliquant « Je vais envoyer des mecs à Odessa ». C'était une interview, enfin c'était pas une interview, c'était les propos rapportés par Le Monde. Et aujourd'hui, ou plutôt hier, je vous invite à regarder la couverture du Parisien, c'était Macron stratège nous expliquant la clé, c'est d'avoir des troupes en Ukraine. Et désormais, Macron se vit en stratège européen qui va nous amener la paix. En réalité, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? C'est surtout grâce à l'élection de Trump que les choses bougent. Parce que vous me permettrez de toujours douter de la volonté de l'Union européenne de pousser à la paix. Est-ce qu'on va avoir une trêve, un cessez-le-feu ? Je ne pense pas que nous aurons un cessez-le-feu. Je pense que Poutine voudra toujours garder en main certaines cartes et pour cela, même si c'est extrêmement lentement, son armée avance sur le terrain. Et puis surtout, la position russe est connue. Elle est de dire ce qu'on veut, c'est un accord global. Un accord global pour que désormais l'OTAN arrête d'avancer, pour que l'OTAN arrête de menacer la Russie et pas du tout un cessez-le-feu. Et n'oubliez pas surtout que les Russes ont un très très mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir, c'est quoi ? C'est les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Alors, soyons honnêtes, les Russes ne mettaient pas un grand acharnement à le respecter non plus. Mais ces accords de Minsk qui prévoyaient comme disposition principale un statut spécial pour les régions qui étaient peuplées à majorité, on va dire, de citoyens de culture russe, eh bien, ces accords n'ont jamais été appliqués. Et surtout, quand vous rencontrez un Russe aujourd'hui, il n'oublie jamais de vous rappeler à la fois les propos de Merkel et les propos de Hollande en 2022 et 2023. Qu'est-ce que c'était que ces propos ? En 2022, Madame Merkel, un journal allemand qui s'appelait Die Zeit, mon allemand n'est pas très bon, mais a dit très clairement « Ah bon, on a signé ces accords de cessez-le-feu, etc. » Mais en réalité, le traité lui-même, on ne voulait pas le faire appliquer. C'était uniquement un accord pour que l'armée ukrainienne ait le temps de se refaire. Et François Hollande, quelques semaines après, s'est fait piéger par un humoriste russe et a dit exactement la même chose en disant, parce que l'humoriste russe s'était fait passer pour l'ancien président de l'Ukraine, et a dit, bah oui, au moins les accords de Minsk ont permis à l'armée ukrainienne de se refaire. Donc si vous voulez, pour signer un accord, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Et en réalité, plus personne n'a confiance dans l'autre. Et je le répète, les Russes ont un très mauvais souvenir des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés, y compris par la volonté occidentale. Après, pourquoi en Turquie ? J'entends un certain nombre de vos interlocuteurs dire pourquoi en Turquie. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt international et que la Turquie n'a pas signé et n'est pas adhérente à la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, en clair, il peut aller sur le territoire turc sans risquer d'avoir un mandat d'arrêt. Et donc, pourquoi je disais que je ne croyais pas à la paix ? Parce qu'en réalité, ce week-end a été chargé. Vous avez eu d'abord, première annonce, on va créer un tribunal pour juger les crimes de guerre de Vladimir Poutine. Voilà. Quand vous voulez faire la paix avec un adversaire, vous ne commencez pas à expliquer que vous allez le mettre devant un tribunal. En général, on attend un petit peu. Et puis ensuite, les propositions se sont enchaînées. Je pense que ces discussions vont avoir lieu. Est-ce qu'elles aboutiront vraiment ? Je suis assez sceptique parce qu'aujourd'hui, on a une position ukrainienne qui est de plus en plus, j'allais dire, radicale. Au début, certains envisageaient quand même, notamment, une reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. Aujourd'hui, on voit très bien que Zelensky ne veut pas céder un pouce de territoire ukrainien. On peut le comprendre à la limite. Mais quand on voit la situation militaire sur le terrain et quand on voit en réalité ce qui est mis en discussion, on ne voit pas tellement quels sont les terrains d'entente.
Donc un cessez-le-feu, si c'est pour aboutir à rien, les Russes n'en veulent pas. Ce qu'ils demandent, je le rappelle, c'est un accord global comme celui qui avait été signé à Helsinki au moment de la guerre froide et qui finalement a garanti au moins pendant une trentaine d'années une absence de conflit sur le territoire européen entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, pour faire simple. Et pour cela, je vous rappelle que quand l'URSS a explosé au début des années 90, la solution qu'avait proposée Jacques Chirac, c'était un statut de neutralité, comme l'a eu pendant la guerre froide l'Autriche de l'Ukraine. Ça reste, à mon avis, la seule solution aujourd'hui viable pour que les deux parties puissent y trouver leur compte, un statut de neutralité qui serait bien sûr pour l'Ukraine aussi garanti par les grandes puissances. Voilà, donc je ne crois absolument pas à cela. On a assisté, c'est l'avantage un peu de ce genre de conférence qu'il y a eu à Kiev, on a assisté pour la peut-être 12e fois ou 15e fois depuis le début de l'année à un moment historique qui marquera l'histoire, puisque c'est ce qu'adore Macron, mais en réalité, tout ça risque d'être effacé par l'épisode suivant dans quelques jours. Alors, autre sujet qu'on voulait aborder avec vous ce matin, Thierry Mariani, c'est donc cette visite d'Al-Jouani à Paris sur invitation d'Emmanuel Macron qui a beaucoup fait parler. Un avis, est-ce que la polémique, selon vous, est justifiée ? C'est surtout une hérésie. Je rappelle quand même que ce dirigeant syrien est toujours sur la liste des terroristes internationalement reconnus. Il a dû obtenir, entre guillemets, une dérogation, mais en réalité, Macron a reçu quelqu'un qui reste, à mon avis, un terroriste. Et surtout, ça montre l'obstination de Macron pour le coup d'éclat médiatique permanent. Je crois qu'on a un président qui vit à chaque instant en se demandant comment il va faire parler de lui et comment il peut satisfaire sa communication. Je trouve d'ailleurs que ce week-end, il y a eu un épisode qui a été relayé dans les médias par de très nombreux internautes. C'est cette fameuse descente des Champs-Élysées où on voit Macron dans sa voiture décapotable, saluant la foule tel un chef d'État, sauf qu'il n'y a pas de foule. De chaque côté des Champs-Élysées, tout est vide. Alors, qu'est-ce qui est choquant dans cette visite ? D'abord, on reçoit un terroriste qui est un criminel. Voilà, un terroriste qui est un criminel et qui, surtout, n'a rien changé en Syrie, ou plutôt a inversé simplement les choses. C'est-à-dire, on a vu les massacres dont ont été victimes les Alaouites. On voit maintenant les massacres dont sont victimes les Druzes. Et pour avoir toujours un certain nombre d'amis en Syrie, les choses pour les chrétiens deviennent de plus en plus compliquées dans certaines parties du territoire. Même s'il faut être honnête, dans d'autres, visiblement, les choses semblent, pour le moment, d'après les informations qu'on a, à peu près pacifiées. Mais sur le long terme, ce chef d'État, en réalité, qui est un chef terroriste, ne contrôle toujours pas l'ensemble de ses soutiens. Et surtout, ça illustre quoi ? Ça illustre d'abord la faillite complète de notre diplomatie. Je pense qu'elle a commencé en réalité depuis Kouchner. Un diplomate m'a dit une fois, avant on avait le Quai d'Orsay était au service de l'État et de la France. Aujourd'hui, on a été transformés, nous diplomates, en militants d'ONG. Et aujourd'hui, on oublie tout simplement que la politique étrangère, c'est d'abord pour servir un État, et pas pour servir les intérêts d'un État, et pas pour servir la communication d'un président, ni pour faire des coups d'éclat médiatiques. Je rappelle quand même que Macron a supprimé le corps diplomatique. Le corps diplomatique, c'était quoi ? C'était un corps d'État, comme les préfets, qui a été supprimé en 2022. C'est extrêmement grave, à mon avis, parce que désormais, petit à petit, ceux qui étaient formés à la diplomatie deviennent des administrateurs d'État, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver demain dans une sous-préfecture ou dans un organisme sanitaire. Mais surtout, à l'inverse, vous êtes déjà en train de retrouver dans certains postes diplomatiques des gens qui n'ont aucune expérience et aucune spécialisation. Voilà, on peut se retrouver militant syndical ou ami du président ou membre d'un cabinet et être nommé désormais ambassadeur. Ce qui est extrêmement grave, puisque je le répète, c'est en fait le copinage qui est désormais mis en place. Résultat, on a une diplomatie qui aujourd'hui est de moins en moins compétente, un président qui est de plus en plus obsédé par la communication, et cette visite du dirigeant syrien en est l'exemple parfait. Parce qu'en réalité, le seul but, c'est d'avoir le buzz, avec quand même cette déclaration à l'Élysée que j'ai trouvée extraordinaire pendant la conférence de presse, où Macron, se tournant vers El Jouani, dit « Ensemble, nous pourrons coopérer et lutter contre le terrorisme ».
Je pense que Ouais. c'est comme si on avait organisé une conférence avec Adolf Hitler pour C'est lui assez dire lunaire. ensemble on va lutter contre l'antisionisme. C'est assez fascinant. Merci beaucoup Thierry Mariani pour cette chronique. Bon, on vous retrouve lundi prochain. On parlera peut-être de ces tensions entre l'Inde et le Pakistan. On n'a pas eu le temps ce matin, mais sujet aussi. Merci.